Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Clochette en compagnie de Ali de Catch Club et Christophe de Ajus. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup et surtout mon cher Ali, j'espère que vous tenez le coup. Comment allez-vous? Ça va bien, merci Christophe. On tient le coup jusqu'au bout. Il nous reste encore 2 semaines à peu près, donc ça va. Ça va, il y a pas de souci, moi, personnellement. Bon, je commence à avoir une barbe de plus en plus, fournie, on va dire, un petit peu. J'espère que ça ne vous dérange pas à la caméra? Non, non pas, non, non, j'espère que ça ne dérange pas nos viewers évidemment, hein, parce qu'on Ah sait non, que c'est les barbes peuvent effrayer. Alors j'ai ça déjà eu une alerte connexion médiocre, hein, sachez-le. Donc c'est je ne sais vrai? pas si ça... Ah oui, je ne sais pas. Vous, ça a beaucoup haché votre discours, mais je ne sais pas si ça hachera le mien. Parce que moi, de mon côté, vous êtes nickel. Donc c'est bizarre, bon, on réglera ça au montage si jamais il y a des soucis. Alors, petite question déjà, comment est-ce que c'était dimanche soir, ce petit WrestleMania 26 on a eu dimanche soir? 26, nous avons eu dimanche soir. Bah, c'était bien. Après, moi, nous l'avions enregistré mardi dernier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, mardi dernier. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Encore une fois, le son, bravo à Kevin Sanchez et Hugues Petit à la technique du côté de l'équipe qui nous ont offert un son proche d'un studio. Et je pense que le show était sympa. C'est vrai que c'est pas forcément des WrestleMania qu'on regardait, qu'on re-regardait avec attention. On a tous nos préférés. Moi, évidemment, le 17 ou pourquoi pas même encore le 4 que j'avais en cassette chez moi. Première cassette que j'avais achetée dans la boutique française Catchmania, parce que le Macho Man gagne le titre, et puis c'était en plus une Mmh. double cassette, donc 2 fois plus de plaisir. Donc on a tous nos préférés, c'est vrai que je ne sais pas si c'est des WrestleMania que beaucoup de gens re-regardent, mais finalement, avec le recul, bah, c'était pas si mal, hein, c'était quand même assez sympa à suivre. Ça passe bien, c'est que 4 heures, donc c'est presque un demi-WrestleMania d'aujourd'hui, mais c'est sympa. Alors, juste pour quelques petits rappels, parce que j'avais regardé la carte, tu as revu ce Vince McMahon Bret Hart. Alors qu'est-ce qui donne, 10 ans plus tard? Bah, c'est toujours pareil, malheureusement, hein, c'est pas mieux. C'est Bah oui, bon après, Bret Hart, était évidemment, pas bien physiquement, monsieur McMahon non plus. Je crois qu'il avait été opéré au dos quelques mois Mmh. auparavant. Donc bah, ils se sont loupés. C'est malheureusement, ils ont fait le choix de faire un peu trop long. Ça aurait dû être plus rapide que ça aurait dû être plus vif en quelque sorte, et ça aurait sans doute laissé un meilleur souvenir à tout le monde. Mais là, c'est vrai que c'était long et bon, mais ça fait quand même, plaisir de revoir Bret Hart, même si Ah malheureusement oui, on aurait préféré le revoir dans des meilleures conditions, quoi. ouais. Moi, tu sais quel détail m'avait gêné avec le retour de Bret Hart? Non? Le fait Pardon? qu'il change sa musique d'intro légèrement. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Il l'avait updaté en mode 2020 et non, laissez la musique originale de l'époque qui commence en mode tin 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 tin. Pardon. Oui. Donc, toi qui viens de voir WrestleMania 25 et 26 à la suite, est-ce que du coup, tu pourrais choisir aujourd'hui entre Shawn Michaels versus The Undertaker 1 et 2? Petite question perso pour commencer. Au final, si tu devais Bah, choisir. je te le cache pas, tu n'es pas le seul à m'avoir posé la question. Ils ont été nombreux sur Twitter, même notre ami Axel, de WFan France. Bah, je pense que le premier est meilleur, mais le second a cette charge émotionnelle avec ce risque, bon évidemment, dont je connaissais l'issue là cette année, mais voilà, savoir est-ce que la streak va s'arrêter ou est-ce que vraiment la carrière de Shawn Michaels va s'arrêter. Donc le second a une charge émotionnelle plus grande et le premier en fait est peut-être meilleur dans le sens où en fait on s'y attendait pas. On savait qu'ils étaient capables de sortir des bons matchs, c'était déjà le cas avant, mais rien de ce niveau-là. On n'imaginait pas une seconde, et je pense que la WWE non plus n'imaginait pas une seconde qu'ils allaient sortir un tel match, puisque sinon ils auraient été dans le main event. Bien sûr. Parce que derrière, c'est dur. À WrestleMania 25, la suite pâtit du fait que ce Shawn Michaels Undertaker est tellement excellent. Donc en fait, il est meilleur, mais plus pour le côté surprise en fait. On savait que ça allait être bien, mais on savait pas que ça allait être énorme. Et donc le 26, comment dire, ben, pâtit de ça aussi. Parce qu'en fait, on se dit, oh purée, l'année dernière c'était tellement énorme que cette année ça va être encore plus énorme. Et donc ils ont peut-être eu un peu de mal à être Mmh. au niveau en fait du rendez-vous, mais le match est excellent aussi. Et évidemment,
Il y a une ou deux fois où on se dit bah, c'est Shawn Michaels qui va gagner. Et finalement, bah, non, c'est pas Shawn Michaels. Et voilà, l'émotion est plus grande dans le deuxième. Mais c'est vrai que le match est peut-être plus fou dans le premier, quoi. C'est clair. Et puis, comme quelqu'un l'a dit également sur Twitter, bien entendu, suite à ce match, Shawn Michaels n'est jamais remonté dans un ring Non, depuis. jamais, jamais. Et Ne nous voilà. dites pas le contraire. C'est pas la peine de laisser un commentaire. Mais tu, je Non, l'ai vu. non, Moi, non. je parais même que je l'ai commenté. Mais non, Ah, euh, on voit pas de quoi vous c'est parlez. pas là. On passe aux questions. On commence avec Monsieur Amidou. Monsieur Amidou, qui est l'un des fidèles de la cloche et qui nous pose une question, donc forcément par rapport à ta carrière. Il voudrait savoir si tu as un modèle au niveau des commentateurs, celui ou ceux qui t'ont le plus appris. Donc voilà, toi en plus qui as vraiment regardé énormément de fédérations ces 30 dernières années, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel commentateur t'a le plus marqué et quelles sont les choses que tu as appris aussi? C'est ça qui est super intéressant parce que moi qui débute vraiment tout doucement dans le métier, je vois que c'est vrai qu'il faut réfléchir à plein de choses et il faut avoir des phrases prêtes, on va dire, à des moments où il y a des blancs dans les matchs. Il y a plein de choses en fait à avoir en tête. Donc voilà, comment est-ce que tu t'es inspiré, toi? Bah, le plus premier et le plus grand modèle pendant mes premières années, c'était forcément Édouard Carpentier, avec Guillauret évidemment, dont je me suis aussi beaucoup inspiré vu que j'étais un peu le méchant, ou j'étais carrément le méchant du duo avec Philippe. Donc Guillauret était le méchant du duo, pas au tout début quand moi j'ai commencé à regarder sur Canal, où ils étaient, où il n'y avait pas vraiment de rôle entre les deux, mais plus tard, Guillauret est vraiment devenu méchant, encore plus avec Raymond Rougeau. Et donc au début où je commentais, si les gens qui regardent encore les vieilles émissions de RTL9 au tout début, bah, il y avait pas mal de phrases que je sortais qui étaient de Carpentier. Bah, souvent, je le disais presque avec l'accent de Carpentier, parisien, catcheur, avec cette voix-là. Il est très dur avec son corps. Moi, je l'ai vu à la salle d'entraînement, il est très dur avec son corps. Ou il est frais et dispo. Des phrases comme ça que je sortais. Et puis voilà, pas mal de répliques un peu de Guillauret, ou en tout cas son ton, sa manière de commenter. En vrai aussi, en y réfléchissant, parce que c'est vrai qu'on avait déjà abordé un petit peu ce point dans La Cloche, mais je crois pas que je l'avais cité, mais je regardais beaucoup sur Canal. À l'époque, il y avait évidemment la WWE, mais il y avait aussi la NBA, la NFL, la NHL, et beaucoup étaient commentés par Georges Eddy. Hmm. Et sans forcément m'en rendre compte, je pense que je me suis pas mal aussi inspiré de Georges Eddy dans le côté américain, en fait. Le côté partir dans des envolées, comme Georges Eddy le faisait quand il y avait des dunks de Jordan ou des choses comme ça. Je pense que ça me vient un peu de lui aussi, quoi, en fait. Parce que finalement, Carpentier était un vieux franchouillard, bon, qui avait vécu longtemps aux États-Unis. Je crois même qu'il avait la nationalité canadienne au final, mais voilà, il avait vraiment cet accent, du bon parigot, catcheur, et voilà. Et Guillauret, on sentait que c'était un peu plus un intellectuel, même s'il était aussi sportif. Et je crois qu'il était à la coach physique et mentale de Monsieur McMahon. Je crois que c'est comme ça qu'il est arrivé au Wow, commentaire, il me semble. Et il est cool. aujourd'hui encore, Guillauret, impliqué dans ce genre de choses. Il fait des conférences sur ces sujets-là. Donc je me suis pas mal inspiré aussi de Georges Eddy, donc. Et après, ben, en fait, pas mal à l'oreille, en fait, au niveau du rythme, du flow, de Jim Ross, de Joey Styles, de Jerry Lawler, de Bobby Heenan. Enfin voilà, en fait, de tous ceux que j'ai pu entendre dans ma vie, en fait, et beaucoup quand même le côté américain, ce que je pense être un petit peu ma différence avec beaucoup des commentateurs, pas forcément de catch, mais qu'on entend en France, qui ont un style de commentaire très français. Moi, je suis un peu comme je suis Jean-Claude Van Damme des commentaires, en quelque sorte. Je fais des phrases en français, tout d'un coup, je te balance deux, trois phrases en anglais qui veulent dire quelque chose, mais qui n'ont aucun sens pour un commentateur de sport normal en France. Le mec, il va pas commencer à parler anglais en plein milieu de ses commentaires en français, mais moi, j'ai toujours trouvé ça cool, et je me disais que ça pouvait rendre aussi un petit peu le catch cool d'avoir ces expressions en anglais qui sortaient de nulle part. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai été bercé dans cette culture-là, la culture américaine. J'ai joué comme tout le monde à NBA Jam sur Super NES quand c'est sorti, pendant des heures et des heures avec le quadrupleur tous les samedis, avec Ishtou, avec mon pote Pry, chez notre ami Stengel, qu'on embrasse, hein, qui ne regarde pas, mais qu'on embrasse quand même. Donc, enfin voilà. Donc je me suis beaucoup inspiré quand même des États-Unis, et je pense que c'est ce qui fait un petit peu ma différence, c'est que je commente un peu à l'américaine, quoi. Alors je sais pas si c'est forcément bien, mais voilà.
Ça a l'air de plaire, j'ai envie de dire. Au niveau justement des commentateurs américains de ces 20-25 dernières années, on va dire, est-ce que tu aurais un petit top 3 à nous faire peut-être? WCW, ECW, WF confondus? Oh, bah, top 1 pour moi dans le cœur, parce que c'était quand même quelque chose d'unique quand j'ai découvert, et je pense que même avec le recul, ça reste unique, c'est Joey Styles, parce que voilà, pour une grande majorité de shows, il était tout seul, ce qui était quand même très rare, et même ceux où il n'était pas tout seul, il arrivait quand même à mettre sa patte, et il avait vraiment une manière à part de commenter, de raconter les choses. Il laissait beaucoup parfois de blanc, mais pour laisser l'intensité grandir, et il arrivait sur une phrase à garder en quelque sorte cette intensité. Après, évidemment, Jim Ross, comme tout le monde, parce que c'était la voix de l'Attitude Era, ou le moment où le catch était au plus haut. Et je pense Bobby Heenan pour ses répliques quand même. Il avait l'esprit extrêmement vif, quoi. C'est quelqu'un qui il avait un cerveau très 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 rapide, Bobby Heenan. Pour avoir lu beaucoup de choses, Dave Meltzer disait souvent à l'époque qu'il aurait pu faire carrière pas que dans le catch, quoi. Il était dans le catch, heureusement pour nous, mais il avait tellement un esprit vif et tellement une répartie rapide qu'il aurait certainement pu réussir dans d'autres domaines. Donc, pour moi, c'est peut-être voilà, les top 3, mais Jerry Lawler, quand il était au sommet de son art et de sa forme, il était aussi extrêmement vif. Paul Heyman, même, était aussi un super commentateur. Gorilla Monsoon, à sa manière, était aussi classe. Donc voilà. Et je les ai pas cités, mais je me suis évidemment aussi inspiré de nos amis Raymond Rougeau, Jean Brassard, et de Marc Blondin et Michel Le Tourneur. Marc Blondin et Michel Le Tourneur m'ont montré aussi qu'en français, on pouvait être un peu à la Gorilla Monsoon et Bobby Heenan, complètement dingue, le côté rivalité entre les commentateurs très forte. Donc je m'en suis évidemment aussi inspiré, quoi. Parce que justement, en parlant de commentateurs, Ryback a fait une interview la semaine dernière. Alors, j'ai plus Ah, il en l'interview. fait toutes les semaines, Ryback. Il en fait toutes les semaines, de toute Ah manière, oui. tout à fait, parce qu'il a un podcast et il intervient dans d'autres émissions de radio également. Mais il avait une petite idée comme ça, il s'est dit pour relancer actuellement les audiences aux États-Unis, parce qu'il faut avouer que depuis le début du confinement, les audiences ont baissé pour toutes les fédérations, hein. C'est pas que pour la WWE, c'est voilà, c'est un phénomène. Les gens sont moins intéressés par les shows de catch où il n'y a pas de public. Du coup, Oui, ouais, alors c'est aussi du fait, et je pense que c'est pareil chez nous, hein, c'est que aussi les émissions d'information font plus d'audience par contre. hmm. Donc, en général, les gens ils vont plus aller sur CNN ou sur le journal du soir aux États-Unis, qui n'est pas forcément à 20h, mais parce que les gens ont soif d'information, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait, mais c'est clairement aussi le manque de public qui doit rebuter pas mal de gens. Du coup, Ryback a fait une petite proposition. Il a dit que pour relancer les audiences de la WWE, son idée à lui, ce serait de mettre à la table des commentateurs Vince McMahon et Triple H. Donc Triple H et Vince McMahon aux commentaires, oui, pourquoi pas. Pour aller dans cet ordre d'idées, moi j'aurais plutôt dit CM Punk, quoi, qui franchement au niveau des commentaires avait été quand même assez incroyable. Je sais qu'ils ont essayé MVP du côté de Main Event. J'ai pas écouté ce que ça donnait, mais bon, je sais pas si Monsieur McMahon et Triple H seraient forcément ce qui serait peut-être un peu détente. J'ai commenté un show NXT où Triple H, il n'était pas aux commentaires, il faisait les plateaux avec Tom Phillips. Mais il y avait un côté, c'est quand même Triple H, donc c'est un peu le patron, donc il est un peu détente, il fait un peu truc. Moi, je sais pas, je dirais que CM Punk, par exemple, et Samoa Joe, ça pourrait être pas trop mal comme commentaire. Parce que Samoa Joe aussi est plutôt bon et efficace dans ce rôle. Mhm. Mais pourquoi pas Vince McMahon et Triple H, mais je pense pas forcément que ça sauverait les audiences et que forcément les gens regarderaient 10 fois plus. Mais peut-être qu'effectivement, en mettant des commentaires un peu plus, vu la période voilà, détendue et un petit peu plus hors sol, ça pourrait avoir. Mick Foley, par exemple, aussi, serait pas si mal dans ce rôle. Ah, CM Punk, j'adorais. Bon, Mick Foley, apparemment, il veut plus jamais aller à la table des commentateurs de Oui, la à cause WWE. de Monsieur McMahon qui lui criait dans l'oreille. Mais peut-être Oui. que là, dans la période, peut-être que Monsieur McMahon lui laisserait plus de liberté. On ne sait jamais. Mais c'est vrai que peut-être que des commentateurs un petit peu plus libres, un petit peu plus foufou, dans le sens où, allez, c'est la période qui veut ça, lâchons-nous et
et allons au bout du bout, bah, peut-être que ça marcherait pas si mal, ouais. Alors c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, dans le mode qui se lâche, CM Punk pourrait être génialissime. Et puis oui, moi, Samoa Joe, j'adore. Bah là, ça fait plaisir. Donc, comme j'imagine que c'est également pour ça que tu l'as cité. Mais donc, depuis hier soir, enfin, depuis cette semaine, vu qu'on est diffusé vendredi, Samoa Joe est de retour aux commentaires de Raw. Donc, franchement, ça fait plaisir. Il est super efficace. Il est vraiment super efficace. Il parle super bien, Samoa Joe. Et c'est d'autant plus, pas surprenant, on va dire, mais c'est beau à voir quand tu vois ses premières interviews. Vers 2002-2003 quand il vient de devenir champion du monde de la Ring of Honor. À la base, honnêtement, il avait beaucoup de mal, je trouve, à parler devant la caméra. Donc, de le voir aussi naturel maintenant, sacrée évolution. On continue avec une question d'Alexandre Guérinel qui nous dit Il le en, dit. en 2016, vous avez fait Touche pas à mon sport pour la promotion de Puissance Catch. Est-ce que l'émission s'est bien passée? Et quelles autres émissions avez-vous fait en général ces dernières années qui vous ont marqué, on va dire, pour promouvoir du catch? Et il termine même par quelles émissions vous souhaiteriez faire idéalement? Oh, que je souhaiterais faire idéalement pour répondre tout de suite à la deuxième question, il y en a pas particulièrement. J'avoue qu'au début, par exemple, de Touche pas à mon poste, moi j'étais téléspectateur de l'émission, aujourd'hui, plus du tout. Pareil. Pas forcément pendant le confinement, mais même avant, ça fait 2 3 ans que je regarde plus tellement parce que j'ai toujours été téléspectateur d'émissions qui parlaient de la télé. Heu, je regardais Plus clair sur Canal+, je regardais Dimanche Plus, enfin l'émission d'abord présentée par Deniso et ensuite par Marc-Olivier Fogiel. Et donc voilà, j'ai toujours adoré ces émissions. Je regardais Pif Paf sur Paris Première avec notre ami Philippe Vandel. Enfin voilà, j'ai toujours adoré ces émissions et c'est vrai qu'au début, Touche pas à mon poste, j'adorais vraiment cette émission parce que ça parlait de télé avec Gérard Louvain, par exemple, vieux de la vieille de la télévision. Il y avait on découvrait plein de coulisses et on apprenait beaucoup de choses sur la télé que moi j'avais connue, les années 80-90. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc franchement, à l'époque, j'aurais pas été contre être invité un soir, même si évidemment, on se serait sans doute fait descendre d'une manière ou d'une autre. Peut-être même à l'époque par Enora Malagré, qu'on croisera quelques années plus tard dans les coulisses de Paris-Bercy, Sûrement. tremblotante à l'idée d'aller dans la fosse, en quelque sorte. Et malheureusement pour elle, elle a eu raison de trembler. Mais petite anecdote quand même, à la base, on devait l'accompagner. Ce qui fait que certainement, l'accueil aurait peut-être été moins froid. Je Oui. dis pas qu'on aurait. Bah, oui, pas sûr que les gens, ils auraient peut-être sifflé quand même, ce qui nous aurait peut-être fait mal au cœur. Mais finalement, au dernier moment, la WWE a dit non, on va l'envoyer juste elle. Et effectivement, quand elle est revenue de ce sifflement, elle était, c'était dur. Philippe et moi, on était avec elle, on lui a dit mais attends, t'inquiète, c'est le catch, les gens sont comme ça. Les gens qui sont présents ici sont vraiment fans et tu fais pas partie du monde, donc voilà, mais ça fait aussi partie du catch de siffler. Donc si on lui avait même dit avant, s'il te siffle, joue-en. Parce que à la télé, on la voit, c'est un personnage à la télé, donc on a l'impression que c'est une île dans la vie aussi, mais en réalité, dans la vie, elle est plutôt douce, c'est plutôt une fille simple et elle avait l'air plutôt timide. Donc, enfin voilà, on a essayé de lui dire s'il te siffle, vas-y à fond. Comme ça, au moins, tu sauras pourquoi ils t'ont sifflé et puis tu vas voir, limite plaisant. Parce qu'à Philippe et moi, ça nous est arrivé à Brooklyn. On a été, après un SummerSlam, on a été présenté, mais avant le show pour aller ringside, comme ils le font avec les Américains. Et le Barclays Center nous a sifflé. Et c'est vrai que si ça, je crois que j'avais déjà dit dans la cloche, mais si c'était arrivé à Bercy, c'est sûr que ça nous aurait évidemment fait mal au cœur. Mais là, c'était un public américain, donc on savait bien qu'ils ne nous sifflaient pas pour nous, mais ils nous sifflaient parce qu'on était les Français. Et donc c'est plaisant quand on a joué, on les a regardés un peu de manière hargneuse. Moi, je gueulais I boo you, I boo you, et des choses comme, tu vois, ça fait plaisir en fait. Donc on avait essayé de lui dire joue-en, n'aie pas peur, enfin voilà. Donc je pense que si on avait été invité à Touche pas à mon poste, on se serait sans doute fait un peu descendre, notamment par Enora Malagré, pas à cause de cette expérience, mais parce que le catch est un peu tout ce qu'elle n'aime pas finalement. Elle est quand même, elle a ce rôle, je ne sais pas si elle est dans la vie, mais de se la jouer un peu intellectuelle. Hmm. Et c'est ce que je ressentais dans ses interventions à Touche pas à mon poste, c'était souvent ça, quoi. Donc je pense elle aurait assimilé ça de la télé-réalité, elle nous aurait sans doute descendu de la même manière. Bon, donc voilà, j'aurais pas été contre faire cette émission.
Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres émissions aujourd'hui à la télé dans lesquelles je me dirais: «Ah purée, ça serait vraiment classe si on pouvait la faire». Donc dans Touche pas à mon sport, que j'avais eu la chance de faire malheureusement sans Philippe, ce qui a rendu l'expérience vraiment dure pour moi. En toute honnêteté, j'ai stressé, mais comme un porc. Je me suis levé le matin, genre à 7 heures pour l'émission qui était à 18 heures. J'ai pas mangé de la journée. J'étais tremblant comme ça toute la journée en attendant parce que c'est quelque chose auquel je suis pas habitué et encore moins tout seul. Parce que quand il y a Philippe, je sais que voilà, Philippe, ça va, il est détente, il connaît tout ça, il a produit des émissions, il a rencontré plein de célébrités, il est habitué, enfin voilà, il ne stresse pas pour ce genre de choses, c'est pas de truc qui stresse lui, quoi. Donc c'est quand il est avec moi, je sais qu'en plus, il va y avoir ce ping-pong, ce qui fait que je ne serai pas tout seul à devoir répondre à des questions. Je sais que je peux laisser Philippe répondre une première phrase et puis moi après dire, bon, de toute façon, vous êtes trop long, tout le monde sourira un petit peu et puis voilà, ce sera lancé. Donc j'ai beaucoup stressé, mais en fait, c'était vraiment excellent. Je ne parle pas de ma prestation, hein, je parle de faire l'émission. Donc déjà, j'avais quelqu'un que je connaissais dans leur équipe qui est venu m'accueillir et qui est venu squatter avec moi parce que voilà, j'étais dans les loges, mais j'étais tout seul évidemment. Eux, leur équipe, ils étaient entre eux. Moi, j'étais tout seul. Et puis, il y avait Thibaut Vézérian aussi, journaliste sportif très célèbre, qui a eu la chance d'interviewer Seamus la semaine dernière. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, Thibaut Vézérian, vous allez sur Twitter, son pseudo c'est TV. Et il y a le lien vers son interview de Seamus. Et il faisait aussi partie de Touche pas à mon sport. Il faisait à la fin le zapping. Donc lui, je le connais aussi depuis toujours. C'est le frère de Roméo, Mhm. Romain Vézirian, mon ancien camarade de la ICWA. Je connais les deux frangins depuis toujours. La première fois qu'on a échangé avec eux, avec Ishtou, c'était par Minitel. Et c'est pas une vanne. Je veux dire, Internet existait déjà. On avait déjà AWN. Romain Vézirian avait créé la FWF, dont j'ai parlé il y a quelques épisodes de cela. Et on avait échangé grâce au Minitel, au boulot des parents de Ishtou. Enfin, voilà, donc je les connais vraiment depuis longtemps. Donc il y avait deuxième visage connu. Et puis pendant que j'étais là avec Thibaut et le journaliste, il y a Cyril Hanouna qui faisait l'émission suivante qui arrivait. Oh, toi, t'es le commentateur du catch, j'adore ce que tu fais, vous êtes un duo de fous, vous êtes complètement dingue. De toute façon, à la télé en ce moment, il y a toi et le gars des jeux vidéo. Alors au début, j'avais pas percuté le gars des jeux vidéo, mais je pense qu'il parlait de Julien Telouk de Game One, qui effectivement présente Team G1, qui est une émission vraiment sympa sur les jeux vidéo et qui finissait toujours par des. Ils faisaient des jeux, mais dans la vraie vie. Donc, ils avaient fait Mario Kart dans les bureaux de Game One, Ah des oui. cartes à pédales, ils avaient fait Angry Birds. Enfin, ils créaient des trucs avec très peu de moyens et c'était vraiment super drôle à regarder, super sympa. Et c'est vrai qu'il a un état d'esprit aussi un peu foufou. Mais bon, contrairement à moi, il est beaucoup plus sérieux et professionnel, hein, mais voilà. Donc, il avait dit ouais, c'est génial et tout. Donc, il était arrivé 2 secondes, il m'avait félicité, puis il était reparti. Mais ça fait quand même, ça fait plaisir à l'ego, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cyril Hanouna, mine de rien. Moi qui l'ai connu dès Comédie, quand je vois le parcours qu'il a fait et puis ce qu'il a réussi à faire de Touche pas à mon poste, ça reste une référence à la télé. Que ce soit une bonne ou une mauvaise pour certains, mais bon voilà. Donc c'était quand même assez sympa. Et puis après l'émission, c'est plutôt bien passé. Parce que mine de rien, quand je me stresse comme un porc et que je mange pas, c'était souvent ça pour les shows ICW aussi, visiblement mon cerveau est affûté. Donc j'avais une pas trop mauvaise répartie. Je sais qu'il y a cette vidéo épinglée sur mon compte Twitter où je me moque de Lecomte. J'ai oublié son prénom, mais l'ancien joueur Henri. Henri Lecomte, qui était très très célèbre quand moi j'étais petit au tennis et que ma marraine détestait. Donc c'est la première chose le premier SMS que j'ai reçu à la fin de l'émission, c'était ma marraine, la maman de mon cousin Charlie Weber, RFM, qui me disait bravo, bien vu, tu l'as bien descendu. Parce qu'effectivement, il faisait ah, rah, rah. Et puis Estelle Denis se retourne vers moi, elle me fait mais il pourrait commenter le catch. Hein. Et moi je dis bah non, nous on fait des phrases. Et donc voilà, ça a plutôt bien marché, j'étais assez content de moi. Mais voilà, l'émission s'était plutôt bien passée, à tel point, d'ailleurs, petite révélation, qu'à la fin de l'émission, la productrice de l'émission est venue me voir en me disant écoute, franchement, bravo, ça te dirait de tenter de revenir. Franchement, on aimerait bien on aimerait bien te faire revenir autour de la table parce que franchement, tu as une bonne énergie, tu as une bonne répartie. Et moi, évidemment, je dis bah oui, bien sûr. Donc, je suis comme ça, je tremble
en rentrant là où je squattais à l'époque à Paris. Ensuite, je rentre à Strasbourg. Il y avait eu un petit échange avec Ludivine Sagna, la ravissante épouse de Sagna, le joueur de foot. Ouah, oui, ouah. Calme-toi. Si tu as vu le physique de son mari, tu peux juste, bah voilà, reste calme, ça sert à rien. Mais voilà, elle est ravissante, c'est vrai, et elle est super gentille, elle est super drôle. Et elle était allée voir un show de la WWE et avec son fils en Angleterre évidemment, puisque à l'époque, Sagna, je sais pas où il joue aujourd'hui, mais il joue à Chelsea à l'époque. Et elle m'avait dit: «Ah, j'avais vu Rey Mysterio», et moi je l'avais vanné, je dis: «Non, bah non, c'était pas Rey Mysterio, je suis désolé, ça faisait 3 ans qu'il était plus à la WWE». Elle avait vu Sin Cara, mais bon, évidemment, Mmh. pour elle, son fils avait dû dire: «Ah, ça doit être Mysterio», puisque pour les gens qui les néophytes, un catcheur mexicain masqué, c'est Sérieux, Mysterio. sérieux. Voilà, donc il y a eu cette vanne. Et justement, la productrice m'appelle 2 jours après. Évidemment, la seule fois où je reçois ce genre d'appel, parce que voilà, 20 ans de carrière, mais jamais aucun producteur, productrice ne m'a appelé pour ce genre de truc. Je suis sous la douche, donc j'entends le téléphone sonner. Je sors de la douche encore allumé, trempé, je cours dans le salon, je glisse, je tombe. Allô? Oui, je te dérange? Non, non, tout va bien, écoute, oui, alors, tu sais, avant les matchs de Ligue des Champions, on fait, un truc sur internet, on aimerait bien que tu viennes, jeudi prochain, on fait un truc sur le canapé, de Touche pas à mon poste en coulisses, et on filme pour internet, et on aurait bien voulu faire ça avec toi et Ludivine. Et moi je dis: «Oui, oui, bah, évidemment, pas de Un problème». canapé, moi, Ludivine. Un Et canapé, filmé? ils font la nuit. Non, 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 il s'agissait simplement, je crois, il s'agissait de regarder le match, en fait, et puis filmer les réactions, tout ça avec, une pizza, et voilà, le côté un peu détente de la maison, comme j'ai pu le faire, avec, Davy Mourier en regardant koh il y a de nombreuses années de ça. Donc moi je lui dis: «Évidemment, pas de problème et tout ça, oui, avec plaisir», et donc là, je commence un peu à, tu vois, mon cœur, je raccroche, mon cœur bat et tout. J'appelle mon cousin Charlie Weber: «Ouais, ils m'ont appelé, ils veulent que je refasse quelque chose et tout». Il m'a dit: «Bah ouais, c'est normal, tu trop bien l'émission, t'as trop rassuré et tout». Et je commence un petit peu à me monter le bourrichon, et ça a été une leçon tout au long de ma vie, ne jamais se monter le bourrichon, puisque 2 heures après, alors que j'avais réservé mon billet de train, réservé ma chambre d'hôtel et tout: «Ah oui, bon, finalement, en fait, on a changé les plans, écoute, finalement, c'est annulé». Ah, mais on te rappellera, hein, et puis évidemment, on ne m'a jamais plus jamais rappelé, et en ayant parlé avec Thibaut quelques mois plus tard, à Bercy, à Paris, il m'a révélé qu'en fait, la productrice en question, enfin, c'était pas la productrice, c'était la la rédactrice en chef de l'émission en quelque sorte, enfin voilà, j'ai plus le poste exact, mais en réalité 2-3 jours après, elle avait été virée, et Mmh. donc c'est une autre personne qui avait pris la place, et donc voilà, j'étais plus du tout dans les plans évidemment, et c'était terminé de tous les espoirs. Mais je me suis excité pendant 1 heure et demie, 2 heures. J'avais même déjà prévenu mes parents: «Oui, demain, il faudra m'emmener à la gare plus tôt». Oui, parce que c'est mon gentil papa qui m'emmène à la gare, quand je dois prendre le train. «Faudra m'emmener à la gare plus tôt parce qu'ils veulent me revoir et tout». Donc mes parents ont dû aussi s'enjailler de leur côté, et puis finalement, bah, j'ai dû, le lendemain midi, quand je suis allé manger, j'ai dû leur dire: «Bah, écoutez, non, finalement, c'est annulé, j'irai pas, je repars demain comme toutes les semaines, il y a pas de problème». Enfin voilà, et ainsi de suite. Donc ça a été un vrai truc dans ma vie, hein. Chaque fois que j'étais content en amont de quelque chose, ça s'est pas fait. Donc je suis souvent rabat-joie, comme le dit monsieur Chéreau régulièrement, je suis souvent un peu, pessimiste, mais parce que en fait, je me prépare psychologiquement à ce que les choses ne se fassent pas, et plus je suis pessimiste en général, plus ça a de chances de se faire. Donc c'est un petit peu de la superstition, mais le fait est que ça s'est vérifié quand même souvent. Non, t'as bien raison. Par contre, moi, j'aurais tout pété à ta place, quoi. On me propose un date avec Madame Sagna sur un canapé, en privé, blabla, et on t'annule ça. J'aurais tout pété à ta place. Et tout le monde t'aurait compris. Tout le monde t'aurait compris. Mais je n'ai rien pété, je me suis juste dit: «Bon, bah, voilà, c'est la vie». Après, même si je l'avais fait, ça n'aurait peut-être mené à rien, et puis, enfin, voilà, ça aurait été sympa de le faire, cela dit, hein. C'est toujours sympa de sortir un peu des Mhm. travées du catch, et puis de montrer, mine de rien, que on peut être fan de catch et avoir de la répartie, de l'humour, un peu de culture, même si je suis loin d'avoir une si grande culture que monsieur Chéreau, par exemple. Mais
mais voilà, c'est toujours sympa de faire ses preuves sur un autre terrain, quoi, en Après quelque voilà, je veux pas être, c'est pas pour, donner des espoirs ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement pour prendre un cas existant. Je veux dire, tout est aussi possible dans le monde de la télé, tu vois ce que je veux dire? Tu que à peine bientôt la quarantaine, bientôt, donc je veux dire, ce genre d'opportunité peut se représenter. On prend l'exemple de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna a explosé au final vers 38-40 ans, hein, donc Oui, enfin, c'est pas du tout le même, bien c'est sûr, mais du tout bon. le même état d'esprit, c'est pas du tout la même expérience, j'ai pas du tout les mêmes connexions parce que mine de rien, Cyril Hanouna, il a fait toutes les chaînes possibles de la télé quasiment, à Certes. part peut-être TF1, mais enfin voilà, il a longtemps été sur le service public, il était, vraiment partout. Donc au bout d'un moment, il connaît tout le monde et puis enfin moi, je suis pas du tout de ce genre de personne, quoi. Je veux dire, je suis pas méchant, mais je suis pas du tout quelqu'un qui va faire ami-ami avec des gens du boulot pour faire ami-ami avec les gens du boulot, en fait. Mmh. Je m'entends Ouais, très bien avec des gens de l'équipe, par exemple, il m'arrive, de déjeuner avec certaines personnes de l'équipe, mais c'est pas du tout dans l'esprit de: «Ah, c'est cool parce que dans quelques années, ils vont penser à moi pour me proposer quelque chose ou quoi». Non, moi, c'est juste, si je rencontre quelqu'un qui me fait rire ou que j'aime bien et qui est sympa, bah, je vais manger, on va discuter plus et puis voilà, et en général, c'est pas du tout. Alors je dis pas que Cyril Hanouna, c'était pour ça qu'il connaît plein de gens, mais voilà, il a l'air d'être quelqu'un qui aime être entouré, connaître plein de gens, parler à plein de gens. Moi, c'est pas trop mon état d'esprit, quoi. Enfin, c'est pas mon caractère. Mais enfin voilà, j'ai pas en vrai, il y a 10 ans de ça, quand j'avais 30 ans, oui, j'étais un peu beaucoup plus affamé, je voulais, faire 1000 choses différentes. Aujourd'hui, franchement, l'âge aidant, je suis vraiment très heureux de gagner ma vie raisonnablement et plus que raisonnablement pour ce que je fais et de le faire le mieux possible, quoi. Et après, si des choses doivent arriver, elles arriveront, mais enfin voilà, j'y crois plus franchement à faire d'autres choses que commenter du catch, mais en vrai, ça ne me déçoit pas plus que ça, au contraire. C'est déjà pas mal d'être plutôt entre guillemets «respecté», même si ce n'est dans un seul truc. C'est déjà pas mal, quoi, je trouve. Voilà. Alors ferme am ta gueule. amen. Alors, et juste pour faire une petite précision, parce que je l'ai noté dans ma tête, parce Oui. que les gens de ma chaîne savent que je suis surfan de Arsenal et du Real Madrid, donc tu as fait une petite erreur par rapport à Bakary Sagna, donc je suis obligé de te le préciser, car Bakary Sagna n'a jamais joué à Chelsea. Ah Donc, bon? oui, Bakary Sagna était un grand joueur d'Arsenal pendant très longtemps et ensuite il a signé à Manchester City. Je Ah, connais bien la carrière des joueurs d'Arsenal, donc maillot bleu, oui, excusez-moi, oui, oui. Non, parce qu'après, quand on regardait des matchs de Ligue des champions avec les potes, dans des bars: «Eh Salia, Salia, alors, Salia là, mes non mais potes parlent comme ça, ils sont cons. Mais malheureusement, ouais. Sagna, Ah oui, pardon, c'est vrai, effectivement, maillot bleu. bravo Sagna en tout cas, vraiment bravo monsieur. Mais le pire, c'est qu'ils se connaissent depuis, depuis Auxerre, hein, si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment un couple qui dure et puis, pour suivre, Ludivine sur les réseaux sociaux, ils ont une belle petite famille, leurs enfants sont tout choux, enfin voilà, quoi. Mais pour continuer la suite de la question, parce que là, je vais faire une demi heure, mais tant pis, j'ai eu la chance quand même de passer aussi sur RTL. Je ne sais plus quelle émission c'était, mais il y a quelques années, avec Philippe Chiroux, une émission enregistrée. C'était assez sympa à faire. On a pu faire également, bon, on en a déjà parlé, on avait fait une émission avec, Jean-Luc Reichmann, sur TF1, une apparition assez courte. Philippe Chéreau, moi j'avais été mis de côté cette fois-là, la méthode Coué avec Sébastien Coé. Heu, on j'avais Et cette année, plus récemment, enfin j'avais fait il y a 2 ans et cette année aussi, l'émission de Philippe Vandel sur Europe 1 et Mmh. ça aussi franchement c'est cool parce que Philippe Vandel, voilà, je l'adore depuis que je suis adolescent, pour des une émission, heu, que les moins de 20 ans, je l'espère, ne connaissent pas, hein, Un mais certain journal. voilà, tout à fait, hein, quand j'étais plus jeune et mais comme dit, je le suivais aussi dans Pif Paf, sur Paris Première. Je le suivais, également, dans ses apparitions, chez Cyril TPMP, Hanouna ouais. et Touche pas à mon sport aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'adore, nulle part ailleurs évidemment, enfin voilà, je suis de cette génération-là, donc c'est toujours un honneur de pouvoir, faire une émission avec, Philippe Vandel et en plus les interviews sont toujours vraiment cool, quoi. On sent Mmh. que le mec travaille, Mmh. dur pour préparer ses interviews. Il y a toujours la question, est-ce que c'est des trucs, truqués, ou pas? Évidemment, mais c'est parce qu'il sait aussi que c'est la question que se posent les gens.
Mais derrière, il a bossé, il a des questions plus poussées que la grande majorité des gens qui m'ont interviewé durant ces 20 dernières années, quoi. Non, Donc clairement. voilà. Oui, et puis bon, pour ajouter dans les émissions, on pourrait peut-être te voir un jour danser avec les stars. Je veux dire, ce serait bien Non, de f non, 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 non. Alors là, tu vois, c'est comme koh, faut pas rêver, hein. Koh-Lanta, ça te chaufferait pas? Non, 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 j'ai été téléspectateur pendant longtemps, plus aujourd'hui, mais j'ai été téléspectateur pendant longtemps quand j'étais en coloc avec mes potes. C'était vraiment koh, on était à fond dedans. Le vendredi soir, on sortait et le samedi, pendant qu'on se remettait du vendredi soir, l'après-midi, c'était le replay de koh. Mais non, 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 je suis très. Par contre, pourquoi? Enfin, c'est vrai que, tiens, je ne l'ai pas cité, mais une émission évidemment mythique de la télévision française où je me dis pourquoi pas, mais c'est là où je me rends compte qu'effectivement 20 ans de commentaires du CAC. Interville! Interville, oui, non, j'allais dire Je déconne. Fort Boyard, mais Interville, oui, pourquoi pas, Interville, pourquoi pas, C'est mais j'allais dire génial, Fort Boyard. Interville. Oh, Fort Mais Fort Boyard, Boyard me rappelle à ouais. quel point 20 ans de commentaires de catch ne valent rien dans la télévision française, quoi. Parce que quand tu vois, il y a plein de gens qui sont passés, des gens parfois que je ne connais absolument pas, et pourtant je suis quand même un téléspectateur, je regarde beaucoup de choses et de tout, et je me dis, voilà, nous, on n'a jamais été contactés, on ne le sera jamais, quoi. 20 ans de commentaires de catch ne te mènent pas à Fort Boyard. Bah, petite question d'ailleurs par rapport à Fort Boyard, parce que c'est une émission que tu regardais, toi? Oui, oui, quand j'étais jeune, bien Ouais, sûr. moi Aujourd'hui, bien aussi. sûr, moins, mais quand j'étais jeune, tous les samedis, Fort Boyard, hein. Tu te souviens J'étais de l'épreuve? Pardon? Pardon? J'étais plus fan d'Interville, OK. mais vraiment en plus, hein. J'adorais Interville, je sortais. J'adorais les 2, j'adorais les 2, j'adorais vraiment les 2. Bon après moi toi peut-être que tu avais vu les premières versions d'Interville. Moi c'était quand il l'avait remis sur TF1 avec, Jean-Pierre Foucault, Nathalie Simon, je crois qu'il y avait Thierry Roland, Oui, mais Rob Kurtz aussi, l'Alsacien, l'arbitre. ouais, génialissime, génialissime. Non, Naki, non! Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans Fort Boyard, il y avait un catcheur qui apparaissait de temps en temps, un catcheur français. Est-ce que tu te rappelles de ça? Alors, il y avait l'épreuve de la lutte dans la boue, mais Mmh. je me souviens pas qu'il y avait un catcheur français. Je me souviens d'une catcheuse, je crois que c'était. Je me demande si c'était pas Divine Isabella de la VS, OK. mais à vérifier. Mais je me souviens pas forcément, moi, dans ma génération, d'un catcheur. Parce qu'il y avait également aussi une épreuve de force où il y avait un catcheur qui apparaissait et malheureusement, Ah non, c'était un j'aurais. catcheur, musclé avec les cheveux longs, qui apparaissait également, je crois, à la VS peut-être à l'époque, mais je rechercherai ça pour la prochaine émission. Mais oui, il y avait eu des petits clins d'œil catch, dans Fort Boyard à l'époque. On continue avec une question de monsieur Grosbisou. Monsieur Grosbisou, et c'est une question intéressante pour la peine, surtout pour quelqu'un, comme toi et bah, même moi qui adore Pas ce pour cat. les autres, donc les autres, c'est des questions de merde. Non, mais parce que justement, il faut avoir, je pense, plus de 20 ans de passion de catch pour pouvoir bien répondre, tu vois? Dans le sens où il nous dit: «Salut, pour ceux qui ne regardaient pas», d'ailleurs, il commence pour ça. «Salut pour ceux qui ne regardaient pas le catch il y a 20 ans, que représente Mick Foley pour toi et pour le catch?» Car il nous dit, monsieur Grosbisou, qu'au début, je pensais que c'était un simple jobber et je me rends compte de plus en plus qu'en fait, c'était un grand main eventer. Alors, bah, c'est difficile à dire qu'est-ce qu'il représente, mais effectivement, c'est loin d'être un simple jobber. Alors, il a Ouais. débuté comme ça, c'est ça aussi la beauté de cette histoire, c'est qu'il a débuté jobber. Il y a des images de son match contre les British Bulldogs où Dynamite Kid lui pète la mâchoire sur un Oh! singe. Donc voilà, il a débuté jobber, il a un physique, c'est vrai, de jobber, donc c'est ce qui rend aussi son histoire encore plus mythique. C'est que malgré son physique et puis son visage, moi, quoique son visage dans le catch, vaut mieux avoir une gueule que d'avoir un visage un peu commun. Mais bon, bah, il représente justement le gars qui n'avait mais vraiment rien pour lui à la base et qui, en jouant intelligemment sur ses qualités, a su arriver en main eventer et à une époque peut-être le catcheur le plus aimé de la foule quand il gagne le titre. Alors évidemment, il y a cette pop énorme pour Stone Cold qui arrive pour mettre les coups de chaise et lui offrir la victoire. Mais à ce moment-là, Mick Foley, mine de rien, était l'un des mecs les plus aimés dans le monde du catch. Aussi beaucoup, je pense, parce que les gens se reconnaissaient en lui. En fait, ils se disaient, mais si ce gars peut y arriver, bah, peut-être que moi aussi je pourrais y arriver. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il allait au gym tous les jours, qu'il faisait de la Mmh. muscu, trucs. Mais en réalité, voilà, c'est un mec, et puis derrière, il a créé des carrières. Edge et Orton ont fait référence à lui dans leur rivalité pour WrestleMania.
Euh, Sans Mick Foley, effectivement, Randy Orton n'aurait peut-être pas explosé comme il a explosé. Pareil pour Edge. Il y a beaucoup de catcheurs, le Rock aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de catcheurs qui se sont fait les dents sur Mick Foley et qui, en tenant tête à Mick Foley dans des combats difficiles, souvent hardcore, ont réussi à gagner une certaine légitimité par rapport au public. Un peu comme Bret Hart, un petit peu dans les années 90, qui a permis à Stone Cold Steve Austin, par exemple, entre autres, d'exploser parce que il a tenu tête à Bret Hart. Après, c'était Mick Foley un petit peu qui était ce genre de catcheur-là. Les mecs, on les envoyait, soit ils faisaient leur preuve face à Mick Foley et donc ça a explosé et le public croyait en eux, soit pas vraiment et donc on n'en entendait plus trop parler, ou en tout cas ils n'ont pas fait une grande carrière. Donc voilà, mais pour moi, Mick Foley, c'est plein de choses. C'est la première fois que je le vois, moi, c'est en Mankind. Je ne savais pas que c'était Mick Foley. Pour moi, c'était Mankind. Euh, il me faisait peur, mais je le trouvais bizarre. Et je me disais, mais c'est quoi ce gars? Mais après, effectivement, il y a cette rivalité face à l'Undertaker. Paul Bearer qui trahit l'Undertaker pour la première fois pour rejoindre Mankind. Ensuite, je découvre effectivement Cactus Jack à la WCW avec les cassettes que nous commandaient aux États-Unis avec Naniwa. Donc, je vois un peu ce que ça donnait. Je vois le côté dingue de ce gars qui faisait des sauts fous. Ces matchs contre Vader à la WCW où il se démolissait la gueule. J'ai aussi vu le tournoi King of Deathmatch au Japon en qualité très pourrie, mais voilà, je l'avais commandé aussi. C'est voilà, Mick Foley, c'est vrai, on retient beaucoup le hardcore et c'est ce qui il avait peur à la fin qu'on ne le retienne que pour Mister Soko et c'est vrai que beaucoup de gens doivent retenir que ça, mais avant ça, il s'est détruit le corps. Et aujourd'hui, malheureusement, on en voit un peu les conséquences parce qu'il a dû subir moultes opérations pour pouvoir vivre à peu près sainement. Mais voilà, Mick Foley, c'est le gars qui est parti de rien, qui aurait dû arriver à rien et qui, à force d'intelligence, et c'est vrai que quand on le voit dans Beyond the Mat, le célèbre documentaire, quand on le voit chez ses parents, avec son père, qui lui dit ouais, tu mets pas trop le bordel. Mais non, papa, c'est bon. En fait, ça a l'air d'être resté un mec très simple et il est très. Il fait partie de ces gars dans le catch qui, effectivement, ont un esprit très vif. Il a une très bonne répartie, il a beaucoup d'humour et il est très intelligent. Et je pense que sans cette intelligence-là, il aurait pu se jeter autant qu'il voulait, de toutes les hauteurs qu'il voulait. Il aurait sans doute pas réussi à ce point-là. C'est qu'il a su avoir cette intelligence de se créer des personnages, de se créer une histoire, de se créer une légende qui a fait qu'il est devenu l'une des plus grandes de l'histoire. C'est très bien dit tout ça. Merci, c'était long. Je le Ah vois, non, je mais dormais, quoi. Non, mais tu sais que parce qu'en plus j'ai lu certaines personnes qui disaient qu'apparemment je suis mou, je m'endors quand tu parles, mais moi je Tu es kiffe, hein. Moi je kiffe. Je suis peut-être mou, mais moi je kiffe en fait quand tu parles parce que ça me rappelle trop de bons souvenirs. C'est honnêtement, c'est pour ça que j'ai posé cette question parce que quand cette personne, j'ai lu sa question et qu'il dit qu'il voyait en Mick Foley un jobber, je me suis dit il faut qu'on lui explique que non. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Faut que Mais c'est avec c'est le recul, c'est dur de comprendre. Après, nous, on a vu l'évolution de Mankind à Mick Foley, tu vois, du début à la fin. Et encore, les Américains ont pu voir la WCW encore avant, où il était Cactus Jack et sapait n'importe comment. Il avait jamais des tenues. Enfin, c'était vraiment la merde, ces tenues. On voit souvent, moi qui ai fait le catch un petit peu en France, les mecs qui se moquaient d'autres gars parce qu'ils avaient des tenues pourries ou trucs. Mais Mick Foley, c'était vraiment n'importe quoi, quoi. Et malgré ça, il a quand même réussi à se créer une légende. Donc, comme quoi, il n'y a pas que la tenue et tout ça, mais il avait cette intelligence, quoi. Il avait ce savoir-faire. Et puis, il faut revoir Mick Foley contre Edge à WrestleMania, Mick Foley contre Randy Orton. C'est des matchs qui ont été très importants dans les carrières de ces deux gars, quoi. Puis bon, encore une fois, je vais me faire insulter, donc je précise tout de suite, ils ne sont pas en français, malheureusement, mais je suis obligé de vous conseiller les livres de Mick Bien Foley, sûr. en particulier les deux premiers. Ouais. Celui où il a Impact, qui est le troisième, je crois, est un peu moins bien, mais les deux premiers sont vraiment incroyables. Et moi, je te jure, par exemple, lire la première fois que Mick Foley se rend à un show, celui où il voit Jimmy Snuka sauter de la cage, etc. Il explique que là-bas, ses parents ne devaient pas être au courant, donc il avait Oui, dû mentir et tout. Après, il explique quand il rencontre Dominique Donucci, qui va devenir son entraîneur. Et tu vois, j'ai jamais entendu Dominique Donucci parler de ma vie. Mais j'ai sa voix dans ma tête, tellement Mick Foley l'explique bien dans son livre, où il parle de cet accent italien, où il fait: Hey mec,
You got balls, that's a big balls. Et il lui dit comme ça. Il fait la première chose que j'ai compris avec Mick Foley. Apparemment, son entraîneur lui a dit, il a fait Mick Foley, les balls qu'il a, elles sont énormes comme ça. Mick Foley qui nous dit quand il arrive à l'entraînement de catch, son premier entraînement, il a fait une connerie. La première chose qu'il a dit parce qu'il savait pas quoi dire, c'est je sais prendre un bon bump. Il fait hop, c'est parti. Allez, 4 heures de bump derrière, tout le monde m'a explosé. Puis voilà, comme tu l'as dit, je veux dire, les débuts à la WCW où les gens veulent miser sur lui, mais en même temps pas au top. Il raconte à un moment, par exemple, qu'il a été réembauché pour faire une rivalité avec Sting. Du coup, il arrive en coulisses et il donne plein d'idées à Sting parce que justement, Foley, il avait des idées, au contraire d'autres personnes. Et Sting, à ce moment-là, qui était une star, lui dit un peu mais attends, toi, t'es là que pour quelques semaines, blabla, donc on va voir ce qui se passe. Apparemment, ils sont allés faire le match, ils sont revenus en coulisses. Sting, il a dit bon, je veux bosser avec toi les 3-4 prochains mois. Quoi. C'est réglé, c'est fait ça. Et beaucoup de personnes disent dans les interviews que Foley a cette particularité qui fait les grands catcheurs, c'est qu'il arrive à voir ce qu'il va faire. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est très difficile à faire. Tu peux imaginer ce que tu veux faire dans le ring, mais tu ne sais pas forcément ce que ça va donner. Il y a des catcheurs qui arrivent exactement à voir plus ou moins ce que ça va donner avec la réaction des fans, etc. Puis voilà, pour citer quelques autres gros moments personnellement qui, moi, m'avaient marqué. Comme tu l'as dit, moi, personnellement, je ne connaissais pas Cactus Jack parce que j'avais pas les cassettes, etc. J'étais plus jeune, moi, au début des années 2000. Donc, T'avais 10 ans. exactement à ce moment-là. Et donc en 2000, quand la WWF revient à la télé en France, il y a cette rivalité Triple H contre Mankind qui nous mène au match au Royal Rumble. Et il y a ce match, il y a ce moment, mais alors génialissime, où Mankind dit qu'il se retire du match parce qu'il a réalisé qu'il n'est pas prêt, mais il a trouvé un substitute. Il a trouvé un remplaçant pour ce match. Et là, il commence à enlever sa chemise. Il fait His name is Cactus Jack. Et là, tu as la WWF qui montre des anciennes images de l'Attitude Era où du coup Cactus Jack était déjà apparu avec Terry Funk à Bah, l'époque, James Charlie. il avait affronté aussi Triple H dans un Falls Count Anywhere assez mythique je crois que c'est 97, je crois, au Madison Square Garden, à Raw, où justement c'est Cactus Jack, et je crois que c'est la première apparition de Cactus Jack, me semble-t-il, à la WWF à l'époque. Et pareil, il l'avait présenté, il y avait les 3 personnages avant Triple H est dans le ring, et il y a Mick Mankind. Ah, sur l'écran Ouais, géant, il y a oui. Love, et ils font non, en fait, on a un troisième gars, on a un troisième Exact. gars. Et là, il y a Cactus Jack qui arrive, Madison Square Garden, et ça reste un des énormes matchs de l'histoire de Raw qui a aussi fait basculer un peu Raw dans cette ère attitude à l'époque. Enfin voilà, mais je t'en prie, pardon. Et non, mais c'est ça. Et puis le moment où il enlève sa chemise, il fait His name is Cactus Jack. Et tu vois, et c'est là que l'angle est important, Triple H. La réaction de Triple H quand Mick Foley enlève ses habits, il le vend, mais d'une manière en mode ouah. C'est comme si le gars vient de se transformer en méga guerrier, en super guerrier, tu vois, c'est génialissime. Et tu vois, pour la petite anecdote, à l'époque, quand j'avais des amis qui passaient chez moi parfois, parce que j'avais un chez moi et des amis, maintenant c'est fini, euh, j'en avais un que j'avais réussi à convertir, surtout à l'UFC, parce que voilà, c'est plus simple de convertir quand même les gens lambda, on va dire, à l'UFC que le catch à la base. Tu les amènes, on va dire, un peu avec des vrais combats de l'UFC, et ensuite tu leur présentes le catch. Et il se trouve qu'un jour, quand un de mes amis est passé, je regardais, je crois, le DVD, les Three Faces of Foley. C'était soit celui-là, soit un autre. Et tu vois, mon ami qui n'était pas du tout à fond dans le catch, eh ben, il a adoré le DVD du début jusqu'à la fin, parce que comme tu l'as dit, on te montre ce jeune adolescent qui à la base est chez lui parce que Mick Foley a les cassettes de l'époque où il se filmait. Oui, bah ça c'était aussi ça qui faisait la beauté du truc, c'est qu'il retrouvait les cassettes de Foley qui sautent de son toit, quoi. Mmh, Qui avait son personnage de Dude Love, mmh, justement, qui ouais. réapparaîtra après à la WWE. Enfin, Toutes c'est vraiment. c'est vraiment une belle histoire, tu vois. Mais Donc son ça DVD mérite a un plu film, même à des hein. non-fans. Pardon? Ça mériterait un film, hein. Je veux dire, si Page a eu droit à un film sur sa vie, Foley, purée, il devrait avoir droit à une trilogie, quoi. Mais je pense que ça viendra. Je pense qu'ils font d'abord les quelques big names, tu vois, vu que là il y a Hulk Hogan qui est censé arriver. Après Hulk Hogan, on aura peut-être un Flair, un truc dans le genre. Mais pourquoi pas? C'est clair, un sur Foley, ce serait génialissims. On passe à la prochaine question. Bon, on va faire beaucoup moins de questions que prévu parce que là on est déjà à 55 minutes. Ah ouais, parce que j'ai fait super long, excusez-moi, hein, je parle Mais beaucoup c'était trop. le but. Honnêtement, je pense que les deux questions d'avant valaient le coup. Pas bien entendu que toutes les questions dans les 5 cloches d'avant ne valaient pas le coup. Je fais un mix de Belges qui ont posé plusieurs questions sur la Belgique. Je ne sais pas faire les accents. Non, Donc, d'abord, on a Émile qui nous demande quels sont c'est les. Émile le tueur, pour les fans de la Cité de la Peur.
Émile Will qui nous dit question, quelles sont les premières choses qui te viennent en tête concernant la Belgique niveau catch? Si jamais tu as des choses comme ça qui te viennent en tête quand on te dit catch et Belgique. Et à côté de ça, on a également un catcheur belge apparemment qui s'appelle Maxime Chine qui nous dit comment faire pour se faire remarquer par une fédération américaine alors que l'on performe en Belgique? Alors le souvenir catch en Belgique, ben, franchement j'en ai énormément parce que à une période avec la ICWA, on était évidemment beaucoup dans le nord, mais on a aussi beaucoup fait la Belgique avec Suka, le célèbre fan que les anciens ont forcément connu s'ils se sont déplacés sur un show de catch parce qu'il était le seul mec à avoir un stand de merchandising. À l'époque où les catcheurs n'avaient pas de merchandising, il y avait Suka qui avait sa petite table et vous pouviez lui acheter les t-shirts arrivés des États-Unis. C'est de là que j'ai mes 2 t-shirts Maître Fuji, que j'aime beaucoup porter. Et voilà, je lui ai acheté beaucoup de t-shirts aussi. Et il revendait des DVD officiels, mais aussi des cassettes copiées. Enfin voilà, il avait le stand de merchandising. Et après, il a commencé à faire des shows avec son pote Tiger, je crois. Alors, j'ai évidemment que des pseudos. Mais ils avaient créé, je me souviens même plus le nom, si il y avait un nom de structure ou autre. Je m'excuse déjà auprès d'eux, mais c'était bien avant que comment il s'appelle, le catcheur américain, enfin belge, qui était allé à la WWE et qui est revenu ensuite, Bellomo. C'était avant que Bellomo ne revienne en Belgique. Eux, ils faisaient déjà des shows. Et chez eux, par exemple, on a fait le premier match en cage de la ICWA. Ils avaient construit, des fans belges avaient construit une cage mais énorme et gigantesque et vraiment incroyable à la vue, quoi. Le seul problème, c'est qu'il fallait 40 minutes pour la monter. Donc, en plein milieu du show, boum, 40 minutes de pause pour monter la cage. Mais sinon, voilà, j'ai des très très bons souvenirs parce que le public belge est toujours au rendez-vous, toujours beaucoup de bruit, d'engouement. Et j'ai fait vraiment des shows sympas en Belgique. Le tout dernier que j'avais fait, j'avais remplacé au pied levé Norbert Feuillon, qui malheureusement pour lui, son train avait eu du retard ou il l'avait loupé, je ne sais plus. Mais il était arrivé en plein milieu du show et c'était avec Marc Blondin. Ils devaient faire tous les deux. Et moi, j'étais venu en tant que ce simple spectateur pour le plaisir d'y aller, parce qu'il y avait quand même Shelton Benjamin, Sami Zayn, je ne sais plus quels autres names encore. Et finalement, bah, comme Norbert est arrivé en retard, ils m'ont demandé si ça me dérangeait pas. Évidemment que non, ça me dérangeait pas. J'étais content de le faire. Mais voilà, j'étais habillé n'importe comment. Blondin s'est foutu de ma gueule toute la soirée parce que lui, il était en beau costume et tout. Moi, j'étais venu juste avec une chemise bleue. Heureusement, un pantalon, mais pas en short, Parce que quoi. parfois tu viens sans pantalon. Moi, je viens en short. Oui, monsieur. Et malheureusement, les fans belges, parfois à la fin des shows belges, pas qu'au Belgique d'ailleurs, j'allais à la buvette en caleçon ou pire. Mais c'était une autre époque. Donc, quoi qu'il en soit, non, mais voilà, j'en garde un super souvenir. C'était vraiment excellent. Il y a une période où on y allait régulièrement, donc on voyait toujours les mêmes personnes. C'était super cool. Il y avait toujours un barbecue dehors, donc fallait quémander pour avoir une petite merguez gratos. À la fin, moi, je rachetais les stocks les cannes, les cajots de bière pas consommés pour les emmener sur la route et boire un petit coup dans la voiture pendant que Rosto conduisait et chantait 99 Luftballon. Donc, non, non, voilà, des très très bons souvenirs. Et après, pour la deuxième question, comment se faire remarquer quand on est un catcheur belge bah, en faisant son maximum pour ne pas catcher qu'en Belgique, je pense. Je suis loin d'être un spécialiste pour ce genre de choses. Hein. Je pense qu'il vaudrait mieux s'adresser à des Tristan Archer, des Tom Laroufa, des mecs qui sont passés par là, parce que mine de rien, moi, j'ai pas connu tout ce développement, mais je pense que pour se faire remarquer, ben, il faut commencer par son propre pays, essayer de catcher le plus possible, puis après, aller proposer ses services à la VXV en Allemagne, à des fédérations en Angleterre, en France, accumuler l'expérience, et si vous êtes suffisamment bon, au bout d'un moment, ben, la WWE entendra parler de vous, parce que quand elle va demander à des gens comme les promoteurs de la VXV, comme les promoteurs de certaines fédérations en Angleterre, où je sais que c'est déjà arrivé à Booster, où ça m'est également arrivé à moi, qu'on demande, voilà, t'aurais qui comme... qui tu proposerais s'il y avait des try-outs demain il y a une liste de noms qui se fait, et puis après, la WWE, elle fait recherche, et elle décide d'en provoquer certains ou pas, et voilà. C'est comme ça que je pense que ça marche, quoi. Et donc pour terminer, une petite question par rapport à l'actualité, car les gens voulaient savoir, il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions dans les commentaires. Alors là, j'ai pris celle de Jean Lapucelle.
donc Jean Lapucelle, Après qui, Émile, on enchaîne, quoi. après quoi? Après Émile Louis, Jean Lapucelle. C'était Émile Will, c'était pas Émile. Bah, tu l'as mal lu. Moi, je me suis dit, ah bah, ça y est, super. On a vraiment, au niveau des téléspectateurs, c'est la classe. Bon, je sais qu'on dit pas des viewers. On est dans le haut du panier. Émile Louis, Jean Guy Lapucelle. Georges. Donc Christophe, il nous demande, as-tu vu la série documentaire Dark Side of the Ring? Si oui, quel était ton épisode préféré? Et quel événement sombre du catch souhaiterais-tu être abordé dans cette série? Oui, oui, j'ai vu. Alors, j'ai pas encore vu entièrement la saison 2. Alors, évidemment, tous les épisodes de la saison 2 n'ont pas été diffusés, mais jusqu'à présent, dans la saison 2, je n'ai vu que jusqu'à New Jack, je crois. Quel est le suivant après New Jack? Brawl for All, je crois que c'est le prochain. Ah oui, bah voilà, Brawl for Il All, est je génial celui-là. ne l'ai pas encore vu, mais j'avais vu toute la saison 1. Dans un premier temps, en partie sur Internet, et ensuite, j'avais attendu la diffusion sur Vice en France, avec les versions sous-titrées. C'est quand même assez sympa, même pour moi qui parle plutôt bien anglais. C'est toujours cool quand même d'avoir les sous-titres en backup sur certains trucs. Donc j'espère que la saison 2 sera aussi diffusée en France. Et oui, bah, j'adore, mais après, je suis pas difficile. Franchement, moi, tout ce qui est documentaire autour du catch, je pourrais regarder ça pendant des heures, des jours. Que je l'avais dit au tout début de la clochette, je crois dans le premier épisode, je venais de finir un documentaire sur le Gretzky, et encore, c'était sur sa dernière tentative en politique. Donc voilà, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le catch, mais à partir du moment où il y a un catcheur dedans, moi, ça me va. Donc, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Je trouve que c'est vraiment super bien raconté, super bien monté. Euh, Enfin, voilà, donc j'ai hâte de voir celui sur Dino Bravo aussi, notamment, parce que je connais quand même un peu l'histoire, mais j'ai hâte de voir. Et puis on découvre malgré tout des choses. Quant à savoir quel événement triste dans le monde du catch ou un petit peu controversé j'aimerais voir, j'avoue que j'ai pas d'idée particulièrement. Pardon. Parce que mine de rien, bah, ils ont déjà fait pas mal. Moi, le truc sur Randy Savage, quand même, évidemment, ça m'avait beaucoup plu. Le truc sur Benoît en 2 épisodes est quand même aussi sacrément bien fait. Le truc sur New Jack aussi, avec le recul, quand je pense, enfin voilà, moi quand j'étais plus jeune, j'étais quand même fan, mais je me dis merde, c'était un peu trop quand même, hein, New Jack, Il quoi. allait un peu loin de temps en temps quand même. Ouais, bah oui, voilà, ouais. Mais je sais pas. J'essaye de réfléchir. Toi, tu as une idée de sujets qu'ils pourraient aborder, qu'on n'a pas vu? Écoute, en Pourquoi pas lisant, la FMW, mais je pense pas qu'ils s'y intéressent parce que c'est japonais. Mais beaucoup de spécialistes, notamment Terry Funk dans son livre, dit que la ECW, en fait, c'est une copie de ce que faisait Atsushi Onita, promoteur de la FMW au Japon. Donc en réalité, ça voudrait dire que la WCW, Nitro, et que la WWE, Attitude Era et tout ça viendrait en réalité finalement du début d'Atsushi Onita au Japon, en quelque sorte. Donc je ne serais pas contre avoir un petit documentaire sur cette fédération, d'autant que des gars comme Terry Funk, comme Mick Foley et d'autres, ils sont passés plus ou moins longtemps. Il y a aussi quelques anciens de la ECW qui y sont passés. Donc il y a certainement des gars qui pourraient témoigner. Et Atsushi Onita fait partie de ces personnages quand même dans le monde du catch assez hors norme. Je veux dire, pour avoir relu des anciens Wrestling Observer Newsletter, il faisait des salles énormes et il faisait des trucs dingues. Enfin, un jour, il a failli se tuer en sautant d'un pont juste pour faire la presse. Il a chopé une maladie parce que l'eau était polluée. Enfin, oui. bon, il a fait des trucs, puis les matchs explosion. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses dont j'aimerais savoir à quel point c'était des légendes et puis à quel point c'était vrai et savoir tout un peu, vu qu'en plus, au Japon, c'est plus compliqué d'avoir des vrais inside news. Par exemple, sur la ECW, bah, on a toutes ces shoots interviews de catcheurs. Mais sur la FMW, comme c'était au Japon, on a moins de choses. Donc j'aimerais bien ça. C'est pas un truc tragique du monde du catch, mais ça serait, à mon avis, un sujet assez intéressant pour voir comment cet homme au Japon a influencé et comment il est arrivé avec cette folie à influencer presque le catch dans le monde entier. Non, c'est clair. Mais justement, deux choses. Pour rebondir très rapidement d'abord sur ce que tu Simplement viens, deux, comme dirait Chiro. pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est marrant parce qu'il y a eu un débat il y a 2 jours par rapport à qui s'est inspiré de qui. Toi, comme tu l'as dit, là, beaucoup de personnes disent que la ECW a inspiré par la suite la WCW et la WWE, tu vois ce que je veux dire? Mais que la ECW elle-même s'est inspirée de la FMW.
certains disent ça, sachant que d'autres personnes disent que par contre, la FMW elle-même s'est inspirée du catch hardcore venant de Porto Rico, si je dis pas, si Ah, je ne dis pas de peut-être, bêtises. pas certainement, oui. Mais juste pour l'anecdote, c'est marrant parce que je ne sais pas si tu as vu passer ça. Il y a quelques jours, Eric Bischoff a dit qu'au final, l'attitude ERA a simplement été aspirée par ce qui se faisait à la WCW, Oui, que Tommy Dreamer lui a répondu que c'est pas Tommy Dreamer. Bully Ray. Ah, ok, ouais. Bully Ouais, Ray lui a répondu que oui, oui, mais mais vous vous êtes inspiré de la ECW. Et derrière, Jim Ross a répondu à Bully Ray, oui, mais vous vous êtes inspiré de la Mid-Atlantic. ah oui, c'est possible parce qu'effectivement, on voit aussi avec le reportage sur New Jack que finalement, New Jack, avant, il était chez Jim Cornette. Donc, finalement, ils se sont tous inspirés. Après, c'était aussi. Et on sait que la NWO, c'est totalement un volet de la New Japan, si je ne me trompe pas. Donc, Mhm. enfin voilà, tout le monde s'est un petit peu inspiré de tout le monde, il faut être honnête. Mais moi, je me souviens, voilà, moi, j'ai lu aussi quelques livres de catch comme toi, celui de Terry Funk, que je sais que peu de gens ont lu, mais moi, c'est un plaisir de le lire. Et lui, vraiment donne crédit à Onita et à la FMW, ou en tout cas à Onita, pour la ECW et pour Paul Heyman aux États-Unis. Mais voilà, après, Mhm. effectivement, le Porto Rico, la Mid-Atlantique, la Smoky Mountain Wrestling, parce que moi, quand j'ai débuté le tape trading, l'échange de cassettes, la Smoky Mountain Wrestling, c'était le truc hot qu'il fallait Ouais. choper. Parce qu'on nous disait, ouais, il y a des matchs de fous, ils se battent dans des casinos, ils font des trucs complètement dingues. À tel point qu'au début, moi je croyais que SMW, ça voulait dire Sadomaso Wrestling, tu vois. Eh ouais, je savais pas que ça voulait dire Smoky Mountain. Mais au niveau indie, c'était connu pour être aussi un truc un petit peu hors la loi, un petit peu à part, avec des choses différentes. Et c'est vrai que quand on a vu débarquer Chris Candido à la WWE et qu'il sortait des powerbombs de la troisième corde, tu commençais aussi à te dire, ah oui, d'accord, il se passe des choses, il se passe des choses là. Quelque chose se passe, quoi. Exactement. Non, mais écoute, après, par rapport à la question que tu m'as posée, si moi je voyais des événements pour Dark Side of the Ring, ils ont couvert la plupart, hein. Parce que je vais pas te mentir, Non, bah, s'il te plaît, oui, merci. avant que Dark Side of the Ring saison 1 se lance, j'avais lancé un concept sur Catch Club qui s'appelait les flashbacks, où mon but était de revenir sur un des grands scandales du monde du catch, et j'avais fait une liste d'une dizaine de sujets que j'avais prévus, qui sont encore une fois les sujets qui sont toujours repris depuis 20 ans dans le monde du catch. Les sujets qui font parler sont connus, tu vois. Et j'avais commencé avec, mais du coup j'en ai fait qu'un, parce qu'honnêtement après avec le temps, tu sais ce que c'est l'emploi du temps, c'est des vidéos qui prennent des semaines à faire, parce que Eh oui. mon but c'est de faire des recherches, et du coup, j'en ai fait un de bien qui dure 40 minutes sur Bruiser Brody, qui est justement par la suite devenu un des trucs de Dark Side Ouais. of the Ring. Et honnêtement, au final, Dark Side of the Ring, bah, ils ont fait plus ou moins ce que je voulais faire avec Flashback, mais avec des moyens. C'est ça ce qui est. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Et par contre, moi, une chose où je pense que vu que eux, ils ont des journalistes, etc., et qu'ils ont des moyens, ça pourrait peut-être être intéressant. J'aimerais bien avoir plus d'infos sur, tu vois, la période du scandale des stéroïdes au début des années 90 à la WWF. Mm. Juste pour savoir un petit peu à ce moment-là, avoir peut-être des témoignages des catcheurs, ceux qui sont retournés contre la WWF, l'ampleur médiatique du procès qu'il y a eu à ce moment-là aux États-Unis, comment est-ce que Vince McMahon a souffert à ce moment-là, comment est-ce qu'il a dû impliquer Linda McMahon à la WWF du coup, parce qu'apparemment c'est à ce moment-là que Linda McMahon a pris de l'importance à la WWF. Je serais peut-être curieux de voir ça, parce qu'honnêtement, je pense que sinon ils ont touché la plupart des scandales du Bah, catch. c'est pas moi là comme ça m'est venu à l'esprit, c'est pas forcément un scandale, mais ça fait partie aussi des chocs dans le monde du catch. Ça serait l'histoire autour de Darren Drozdov, Ouais, ouais, ouais. Droz, qui est blessé par Dilo et voir un peu comment bah, voilà l'avant, l'après. Puis est-ce qu'ils se sont il y a Owen Hart aussi, je sais pas si non, j'ai un doute, ils l'ont fait dans la saison 1 Non, ou je crois non? pas, non. Non, non. Et bon, voilà, moi, Owen Hart, bon, c'est comme Brother Brody, voilà, on touche au plus tragique encore parce voilà, il est décédé, mais ouais, voilà, Darren Droz, l'histoire de Droz, voir un peu aujourd'hui comment il vit, comment il y repense, ah, voilà. Mais sinon, effectivement, ils ont un peu tout fait. Et pour ton sujet là dont tu parlais à l'instant, il y a pas mal d'archives encore sur Internet. Tu vois, tu retrouves facilement les émissions où même Meltzer se retrouve face à Vince McMahon, un Meltzer tout jeune se retrouve face à Vince McMahon. Enfin, il y a encore beaucoup d'archives qui existent. Donc, c'est peut-être pour ça
qui s'y sont pas, et peut-être que les mecs de l'époque ne veulent plus trop en parler, ou alors ils sont Peut-être. malheureusement plus de monde. Ouais, c'est possible. Non, c'est possible, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que j'avais déjà regardé quelques petites interviews et c'est intéressant de voir Vince McMahon qui va sur les plateaux télé et qui essaie de se défendre contre des gens qui, clairement, à ce moment-là, ne maîtrisent pas ce que c'est le catch vraiment à l'époque et étaient tous assez contre lui, quand même, faut l'avouer. Mais bon, ils s'en est sortis. La WWE est Ah ouais. toujours là. La WWE est toujours grande. Et nous aurons la chance de voir WrestleMania 27 dimanche soir sur l'équipe. Exactement. Et en toute honnêteté, ben, ça fait partie des WrestleMania qu'on critique beaucoup souvent parce que c'est vrai que bah, le main event John Cena, le Miz, c'est pas forcément un main event qui fait rêver. Il y a aussi Michael Cole, Jerry Lawler dans les mauvais côtés. Mais mine de rien, franchement, c'est passé très très vite à commenter. Et voilà, j'ai été surpris. C'est quand même un bon petit WrestleMania. Clairement, c'est pas le meilleur WrestleMania de tous les temps, mais c'était pas aussi horrible que je le craignais, en fait. Tu vois, je m'étais dit, oh Ok. là là, le 27. En fait, non, il y a quand même, il y a quand même du bon catch. Et il y a de belles rivalités. Et ça reste, par exemple, jusqu'à cette année, le dernier match d'Edge, par exemple. Bien sûr, face à Et je Alberto me Del suis Rio. permis de le dire, tu vois, à la fin du match, c'est aussi un peu le plaisir entre guillemets, mais le bon côté de pouvoir refaire ses shows après, c'est de pouvoir remettre dans le contexte, tu vois, à la fin du show, on voit un peu dans les yeux, moi je présume que peut-être il le savait, je sais pas s'il le savait déjà, mais voilà, moi je l'ai dit à l'antenne, oui, rendez-vous compte là, ben, on vient de vivre le dernier match d'Edge avant 9 ans, avant 3 opérations au cou, enfin voilà, ça reste quand même historique et mythique. Et voilà. Non, moi, franchement, j'ai passé un bon moment à le commenter. J'espère que les gens passeront un bon moment à le regarder. Yes. Bah écoutez, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et bien entendu, laissez-nous toujours de nouvelles questions dans les commentaires, comme ça on pourra y répondre lors des prochaines semaines, lors des prochains épisodes de La Clochette. Christophe, encore une fois, merci pour cette heure passée ensemble, c'est toujours un plaisir. Et écoute, bonne semaine, bon WrestleMania, bon Raw, bon SmackDown, bon tout. Eh oui, bon NXT aussi, hein, Bon parce qu'évidemment, NXT. on se retrouve tous les mercredis soirs sur AB1, AB Explore pour Raw, tous les samedis soirs sur AB1, AB Explore à 20h45 pour SmackDown, et à partir de 20h sur la chaîne de l'équipe pour Raw, NXT et SmackDown, et tous les dimanches à 20h pour WrestleMania. Merci à vous, mon cher Ali, ravi de vous offrir une petite sieste hebdomadaire durant la clochette. Et ben, merde à vous également pour la MLW sur le live, toutes les semaines, en compagnie d'un illustre inconnu qui, je crois, on me dit dans mon oreillette, qui s'appelle Yann Colby, de son faux nom, et qu'on embrasse également très fort. Mais voilà, merci encore à vous tous. Évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions, comme l'a dit Ali, même si j'en suis sûr qu'au bout d'un moment, maintenant, vous n'avez plus grand-chose à me demander, si ce n'est ça va. Eh ben oui, ça va. J'espère que vous aussi. Bisous Ali de Catch Club, bisous à moi, bisous à vous, et à la semaine prochaine. Ciao.